Je pense qu'on va pouvoir commencer. Allons-y. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous, aux intervenants comme à notre auditoire. Donc, comme vous le savez, c'est notre deuxième conférence qui touche au Haut-Karabakh. Donc, aujourd'hui, nous avons invité Arat Oranian, Gérard Gergerian et Hovhannes Gevorkian pour parler du sujet. Donc, je vais les présenter rapidement d'abord avant de leur passer la parole. Donc, Hovhannes Gevorkian parlera en premier. Il est représentant de la République de l'Artsakh en France depuis 2003. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Artsakh, c'est bien entendu le Haut-Karabakh. Il va nous parler, donc, Hovhannes, de la nature du conflit et du processus de négociation qui est actuellement en cours. Ensuite, ce sera Arat Oranian qui prendra la parole, qui est président du CCAF et directeur des Nouvelles d'Arménie. Il nous parlera donc du rôle des diasporas dans la diplomatie et de l'influence de l'activisme dans les négociations. Et puis ensuite, ce sera Gérard Gergerian qui prendra la parole. Donc Gérard Gergerian est juriste, avocat au barreau de Paris, membre de l'Observatoire arménien et conseiller du défenseur des droits de la République de l'Artsakh. Et il évoquera les traités dans la région du Caucase à la fin. Ensuite, nous procéderons à une trentaine de minutes de questions qui seront animées par Rosa Chaignan, qui est la coprésidente de notre association. Eh bien, je vous passe tout de suite la parole, Hovhannes. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie, Gabriel. Merci de cette aimable invitation et de me donner la parole. Comme vous avez indiqué, donc, dans un premier temps, je vais vous livrer, je vais vous dire quelle est selon moi la nature de ce conflit, pourquoi ce conflit existe, comprendre les raisons et les origines de ce conflit. Et dans un deuxième temps, vous raconter le processus de paix qui est en place depuis plus de 25 ans et qui malheureusement n'a pas abouti à régler ce problème de manière pacifique, car nous avons tous été témoins depuis le 27 septembre dernier d'une nouvelle offensive azerbaïdjanaise vis-à-vis du Haut-Karabakh. Vous savez, très souvent, en parlant du conflit du Karabakh, on le qualifie comme un conflit territorial, d'autres le qualifient un conflit ethnique. Il y en a même des commentateurs experts qui disent qu'il s'agit d'un différend avec des composantes religieuses. Tout ça est vrai. Toutes ces dimensions existent. Le conflit du Karabakh, factuellement, parce qu'il s'agit d'un conflit entre Arméniens, ethniquement différents des Azerbaïdjanais. Il s'agit des Arméniens qui sont chrétiens et les Azerbaïdjanais musulmans. Il s'agit aussi d'un conflit pour un territoire donné, parce qu'il s'agit là d'un territoire du Haut-Karabakh sur lequel vit la population du Haut-Karabakh. Et avec le temps, il s'est ajouté aussi à ces dimensions une autre dimension dont on parle peu, hélas, qui est une dimension de système de valeurs, une opposition de système de valeurs, parce que d'une part, depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan, vous avez une dictature qui s'est formée, qui s'est enracinée dans ce pays, l'Azerbaïdjan, et une construction certes fragile, mais une construction en cours de la démocratie au Karabakh qui est venue s'ajouter à cette opposition de différentes dimensions. Je voudrais surtout parler de l'origine du conflit et de la qualification pour faire comprendre à quel point nous aurons des difficultés à comprendre le conflit du Karabakh si nous considérons qu'il s'agit seulement d'un conflit ethnique, seulement d'un conflit territorial ou seulement d'un conflit de système de valeurs, comme je viens de vous l'indiquer. Le différend du Haut-Karabakh est avant tout, selon moi, un différend qui est né de la volonté des Arméniens du Karabakh de vivre et de rester sur un territoire où ils sont présents historiquement et surtout ils sont présents dans le présent, aujourd'hui, et du refus du gouvernement de l'Azerbaïdjan d'autoriser des libertés, des droits existentiels à ce peuple, au peuple artsakhiot, au peuple karabakhiot. Donc l'impossibilité pour le peuple, pour les Arméniens du Karabakh,
de vivre dans l'Azerbaïdjan où leurs droits étaient quasiment inexistants apparaît dès l'année où les bolcheviks décident en 1921 de placer la région autonome du Haut-Karabakh sous la juridiction azerbaïdjanaise. Cette impossibilité est accentuée avec le mouvement qui commence en 1988 de la population arménienne du Karabakh, où pacifiquement la population demande son détachement de l'Azerbaïdjan et son attachement à l'Arménie soviétique. La réponse qui s'ensuit est extrêmement violente. Les Azerbaïdjanais organisent des pogroms, des massacres arméniens sur tout le territoire de l'Azerbaïdjan. Et seuls les Arméniens du Karabakh arrivent à résister et donc arrivent à se protéger. Cette impossibilité s'accentue davantage quand, depuis 1991, depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan, il y a une politique haineuse que les autorités azerbaïdjanaises se mettent en place qui est en actualité encore aujourd'hui et qui est de manière très répétitive, très régulière, dénoncée par plusieurs rapports des organisations des droits de l'homme. Et cette impossibilité de vivre au sein de l'Azerbaïdjan s'accentue davantage avec la dernière guerre, où nous avons été témoins d'une intolérance extrême de la présence arménienne sur ce territoire et d'une solution prévue par l'Azerbaïdjan même, par les autorités azerbaïdjanaises, et la solution qui consiste que le conflit du Karabakh n'existera pas, sera réglé s'il n'y a pas d'Arméniens au Karabakh. Ça, c'est la solution à l'azerbaïdjanaise. Cette solution est là, en tout cas depuis l'intention, avec des degrés différents de violence, depuis 1921, date à laquelle le Haut-Karabakh a été placé sous la juridiction azerbaïdjanaise. C'est ça le sens ou l'origine du conflit. Et hélas, l'accord signé le 9 novembre ne règle pas le statut du Karabakh, donc ne règle pas le sort des Arméniens dans cette enclave du Haut-Karabakh entouré de l'Azerbaïdjan. C'est dangereux pour moi, c'est dangereux parce que cela présage aussi que le conflit n'étant pas réglé, parce que la source, l'origine même du conflit n'étant pas réglée, à tout moment, à court terme, à moyen terme comme à long terme, une guerre aussi sanglante, aussi destructrice peut exploser sur le territoire du Haut-Karabakh et en dehors du territoire du Haut-Karabakh, en tout cas dans cette région. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés de régler pacifiquement ce conflit, alors que pratiquement dès le début du conflit armé qui date de 1991, et c'est l'année à laquelle l'Azerbaïdjan a déclenché sa première agression contre le Haut-Karabakh en réponse de la proclamation du Karabakh le 2 septembre, de la République du Haut-Karabakh, le 2 septembre 1991. Dès les premiers jours, la communauté internationale a manifesté un intérêt, a souhaité que le conflit, d'abord, le conflit armé s'arrête, et ça a été le cas dès 1914 parce que au mois de mai 1994, un cessez-le-feu a été signé, toujours sous l'égide de la Fédération de Russie, entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, mais aussi les autorités de facto du Haut-Karabakh. Et les initiatives ont été nombreuses, proposées par ce qu'on appelle le groupe de Minsk, qui a été mandaté par la communauté internationale, notamment par l'ONU, et étant coprésidé par trois puissances, la France, les États-Unis et la Russie, pour essayer de trouver une solution par les belligérants. En l'occurrence, l'Arménie, le Haut-Karabakh d'une part et l'Azerbaïdjan d'autre part. Et si vous regardez un peu l'histoire de ces propositions, nous avons beaucoup de répétitions dans ces propositions. Les méthodes changent, hein, comment nous allons régler
quelles questions nous allons régler avant, quelles questions après, mais globalement, les propositions, la nature des propositions, le contenu des propositions reste à peu près le même, qui consiste à dire que le conflit doit être réglé ou devrait être réglé exclusivement pacifiquement en respectant l'intégrité territoriale azerbaïdjanais, et je vais expliquer ce que ça veut dire intégrité territoriale dans l'esprit de la communauté internationale, et puis le droit à l'autodétermination du peuple du Karabakh. Vous avez la carte devant vos yeux, et donc quand le cessez-le-feu est signé en 1994, les forces artsakhiot non seulement contrôlent le Haut-Karabakh qui correspond aux frontières, ce qui est indiqué ici, limite de la région du Haut-Karabakh, mais aussi toute cette partie verte rayée qui sont constituées après 1994 une sorte de zone de sécurité pour la population du Haut-Karabakh. Et donc, à partir de ce moment-là, la communauté internationale commence à distinguer deux sortes de territoires. Le territoire de la région du Haut-Karabakh même, qui n'est pas considéré comme des territoires occupés, on va dire, et les territoires qui sont autour de cette région du Haut-Karabakh, qui, dans l'esprit de la communauté internationale, sont considérés comme des territoires occupés par les forces du Haut-Karabakh, et comme les résolutions onusiennes l'indiquent, par les forces arméniennes locales, pour distinguer les forces de la République d'Arménie aux forces des armées du Haut-Karabakh. On les appelle les forces arméniennes locales. Alors, en gros, on peut dire que les propositions des médiateurs sont les suivantes. Le Haut-Karabakh accepte que, d'abord, 5 régions autour du Haut-Karabakh sont restituées à l'Azerbaïdjan. Ensuite, il y a une autonomie reconnue pour la région du Haut-Karabakh. Il y a une liaison terrestre qui assure donc ce lien entre l'Arménie et le Haut-Karabakh qui passe par un couloir. Et il y a un quatrième point qui nécessite la définition d'un statut définitif pour le Haut-Karabakh via un référendum dont les résultats sont contraignants pour tous les belligérants. Ensuite, toutes les personnes déplacées, les réfugiés ont le droit de retourner sur leur ancien lieu d'habitation et le déploiement d'une force d'interposition. Et toutes les négociations pendant 26 ans se sont tournées autour de ces 6 points proposés par la communauté internationale. Simplement, je voudrais vous dire que dès 2011, l'Arménie, avant tout, et en partie le Haut-Karabakh, dans leur accord sur le principe de ces propositions, en acceptant notamment l'Arménie d'influer sur le Haut-Karabakh pour que les 5 régions autour du Karabakh, les 5 régions, c'est l'ensemble des régions autour du Karabakh. C'est ce que vous voyez, Kelbadjar, au nord, entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, et au centre, là, vous voyez la ligne ou le couloir en rouge, le couloir de la Chine, donc la région de la Chine. Donc, tout le reste passe sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Et donc, l'Arménie accepte à ce moment-là de signer cet accord. L'Azerbaïdjan refuse. Et donc, à partir de ce moment-là où l'Azerbaïdjan refuse, l'accord ne se fait pas. Ce document devrait être signé à Kazan. Et à Kazan, il y a eu un échec. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, à l'époque, avait dit que l'Arménie n'avait pas refusé les propositions de Kazan, pour faire comprendre que c'était l'Azerbaïdjan qui l'avait fait. Pour toute autorité arménienne, c'était une concession extrêmement osée, Et on ne savait pas si l'accord
avait été accepté par l'Azerbaïdjan, quelles seraient les conséquences pour l'autorité arménienne à l'époque de Serge Sarkissian qui avait donné son accord. Et en contrepartie, le Haut-Karabakh, surtout par Kazan, n'obtenait pas l'indépendance, mais obtenait seulement un statut intérimaire pour quelques années plus tard régler à la fois le problème, la question des deux régions restantes et puis le statut définitif du Haut-Karabakh. Pourquoi je vous dis cela? Pour simplement vous montrer à quel point l'Azerbaïdjan a été maximaliste dans ses revendications pendant ces négociations, pour vous montrer à quel point, et la dernière guerre a montré, l'Azerbaïdjan n'a pas souhaité de régler ce problème pacifiquement et de céder quoi que ce soit aux Artsakiotes et aux Arméniens de manière générale. Et que la dernière guerre est venue prouver une fois de plus que les desseins de l'Azerbaïdjan étaient autres et prouver pour tous ceux qui disaient, qui confirmaient que l'Azerbaïdjan n'avait pas du tout l'intention, n'était pas du tout prêt à la paix, pour confirmer, c'est dire, hélas, que l'Azerbaïdjan, dès 1994, était dans un esprit de revanche, ce qu'il a obtenu avec cette dernière guerre. Je vais m'arrêter là si vous êtes d'accord pour respecter le temps que nous accordez. Évidemment, je serai à votre disposition pour apporter des réponses, si je peux, aux questions qui seront posées. Et bien entendu, merci beaucoup, Vanessa Gevorkian. Donc, je vais passer la parole maintenant à Arat Oranian. Bonjour. Donc, moi, je suis coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Je dirige également un journal qui s'appelle Nouvelles d'Arménie Magazine et un site internet qui s'appelle armenius.com. Et je suis petit-fils de rescapés du génocide de 1915. Mes 4 grands-parents ont été, les familles de mes 4 grands-parents ont été massacrées durant ce génocide. Elles ont toutes péri dans des conditions atroces parce qu'en plus du plan d'extermination, ce génocide s'est distingué par la cruauté qu'il a mis en œuvre dans les moyens de la tuerie. Je suis donc un militant. J'ai longtemps milité pour la reconnaissance du génocide arménien et on milite aujourd'hui pour la pénalisation du négationnisme de ce génocide. Et je vous explique tout ça pour qu'on puisse comprendre pourquoi nous, Français, depuis, en ce qui me concerne, 3 générations, je suis né en 1954, mes parents sont nés en France également, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés en France en 1920, après les massacres. Pourquoi nous sommes forcément solidaires de la République du Haut-Karabakh, de ce combat, et pourquoi nous faisons tout pour essayer de protéger ce petit peuple, ce qu'il reste du peuple arménien à vivre encore sur ces territoires, à ne pas en avoir été chassé. Alors évidemment, vous m'excuserez, moi je ne suis pas un conférencier, je ne suis pas un universitaire, et je laisserai à Gérard Guerguerian le soin de vous expliquer les tenants et les aboutissants juridiques de la situation telle qu'elle se présente. Je suis simplement un témoin et je vois à travers la question du Haut-Karabakh une question plus générale qui est celle du droit à l'existence du peuple arménien sur sa terre, la question plus générale, plus fondamentale et qui nous concerne aussi en tant qu'Européens du panturquisme et de ces idéologies hyper violentes qui visent à instaurer la domination d'un nationalisme matiné, en l'occurrence de religion, sur la région et peut-être bien au-delà de la région, parce que nous avons aujourd'hui en Turquie un État qui est dirigé par un homme dont l'hubris est hélas bien connu et qui mène une politique de provocation dont on a vu les effets, bien sûr, dans le Sud-Caucase, mais dont on voit également les effets tout autour de la Méditerranée. On a vu en Libye, on a vu à Chypre, on a vu en Grèce.
Nous sommes avec un dirigeant et un pays qui n'a pas digéré la chute de l'Empire ottoman et qui essaye de reconstituer l'Empire à partir d'un nationalisme agressif qui vise à s'étendre partout où il peut le faire avec les moyens dont il dispose ou dont il se crée de manière d'ailleurs assez opportuniste. Voilà, alors nous voyons dans la situation de nos amis qui viennent de subir non pas une guerre, parce que je n'appelle pas une guerre ce qui vient de se passer au Karabakh, c'est un processus de nettoyage ethnique, c'est une offensive à vocation d'anéantissement de la région, parce que les autorités azerbaïdjanaises ne sont pas des autorités seulement dictatoriales comme le sont les autorités turques, ce sont aussi des autorités qui sont animées de la même idéologie que celle qui avait présidé à l'extermination du peuple arménien en 1915, à savoir le panturquisme. Et je crois malheureusement qu'en dehors des considérations juridiques qu'a brillamment exposé notre ami Ovanes Kevorkian et que celles que va exposer également Gérard Gergerian, je crois malheureusement que pour les dirigeants azerbaïdjanais comme pour les dirigeants turcs, ils n'auront pas de cesse et ils n'auront pas de répit tant que l'Arménie et tant que ce qu'il reste des Arméniens dans cette région n'aura pas été rayé de la carte. C'est ce qu'on comprend avec ce qui s'est passé dernièrement. C'est le message envoyé par M. Aliyev quand il dit qu'il va chasser les Arméniens comme des chiens. C'est le sens de l'implication militaire de la Turquie dans ce conflit, avec un armement hyper sophistiqué, des drones qui avaient fait, hélas, la preuve de leur efficacité dans le conflit libyen en étant la cause de l'inversion du rapport de force dans cette région du monde, et qu'il a utilisé avec des mercenaires djihadistes contre la population du Haut-Karabakh. Nous avons affaire à deux États qui sont nés et ont été forgés dans ce climat d'extrême violence, qui sont animés d'une haine incroyable vis-à-vis des Arméniens. Je crois qu'on peut dire que les Arméniens, par rapport à la Turquie et également par rapport à l'Azerbaïdjan, sont l'équivalent de ce qu'étaient les Juifs par rapport à l'Allemagne nazie. Il n'y a pas eu, comme disait un de mes grands amis, de dénazification de la Turquie ou l'équivalent d'une dénazification après la Première Guerre mondiale. Donc cette idéologie panturquiste et de haine des Arméniens, avec ce corollaire de haine des Arméniens, a continué à prospérer et à s'exprimer. Et elle vient de donner les effets que l'on sait au Haut-Karabakh, avec un pouvoir en Azerbaïdjan qui se réclame lui aussi du panturquisme, qui estime constituer avec la Turquie deux États pour une même nation. Voilà à quoi on est confronté aujourd'hui, voilà pourquoi nous nous battons, d'autant plus, et c'est en quoi cela concerne la France, que nous avons avec l'État turc un président qui a une vision stratégique, qui s'inscrit dans l'histoire, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de nos dirigeants, en particulier en Europe, qui ont des préoccupations beaucoup plus à court terme et répondant aux besoins immédiats de la population. Mais là, dans cette région du monde, avec Erdogan, le nouveau sultan, et avec Aliyev, son vassal en Azerbaïdjan, nous avons des gens qui ont un projet. Et ce projet, pour s'exprimer, ce projet qui est la constitution d'un monde turc qui, pour reprendre l'expression du président Demirel, ce qui était un président turc qui ne remonte pas à l'Antiquité, hein, il était président de la Turquie en 1990, la constitution d'un monde turc qui irait de la mer Méditerranée à la muraille de Chine. Or, comme vous le voyez sur la carte, entre la Méditerranée et la muraille de Chine, il y a le passage obligé entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et ce passage obligé, il y a un petit couloir au milieu qui s'appelle le couloir le Syunik, qui est un verrou
et qui fait obstacle à cette continuité territoriale entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et le reste des pays turcophones à qui on prête des caractéristiques turques, en tous les cas pour les nationalistes turcs, ce qui ne veut pas dire qu'elles se sentent concernées par ce type de projet. En tous les cas, c'est ce projet et il est clair que Erdogan et Aliyev, et c'était d'ailleurs le sens des dernières manœuvres militaires, ne vont pas se contenter du Haut-Karabakh et qu'ils veulent peut-être, et qu'ils iront peut-être jusqu'à continuer à pousser leur avantage en attaquant le sud de l'Arménie. Je suis très inquiet parce que je vois que les troupes turques se sont amassées à la frontière de l'Arménie récemment, que les troupes azerbaïdjanaises s'étaient également et ont fait une poussée vers le sud de l'Arménie du côté est. Les deux bénéficient actuellement d'un avantage militaire certain, en particulier avec la maîtrise du ciel qu'ils ont obtenu grâce à ces fameux drones qui ont fait la différence en Syrie et en Libye également. Et il n'est pas du tout exclu que dans cette situation mondiale un peu chaotique où l'Amérique est en train est tournée sur elle-même, sur la problématique de son nouveau président et l'évacuation de M. Trump, où l'Europe et le monde entier est confronté au problème de la pandémie, bref, où tout le monde regarde un petit peu ailleurs, où on dit même que la Russie est affaiblie, selon certaines rumeurs, avec un Vladimir Poutine qui serait malade, eh bien, il n'est pas impossible que, hélas, la Turquie essaye dans une espèce de folie aventuriste à pousser son avantage. Et là, ça pourrait avoir des conséquences évidemment sur le sud de l'Arménie. Et si ça a des conséquences sur le sud de l'Arménie, ça pourrait avoir des conséquences sur la Russie, ça pourrait avoir des conséquences sur la région et ça pourrait avoir des conséquences sur la paix du monde. Donc, on est ici dans une situation qui est extrêmement explosive et à laquelle il faut impérativement trouver des solutions parce qu'à travers le droit du peuple arménien du Karabakh à son existence, le Haut-Karabakh est une démocratie, comme l'Arménie est une démocratie aussi, ce sont aussi nos valeurs, et je ne parle pas de religion, mais je parle simplement de nos valeurs politiques, celles de la démocratie, celles du féminisme, celles de la tolérance, celles d'une certaine idée de la liberté. Ce sont ces valeurs que porte aujourd'hui le Haut-Karabakh et que porte également l'Arménie qui sont en jeu, et derrière elles, c'est l'Europe et c'est toute cette idée, cette vision de la civilisation qui risque d'être également bouleversée. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Donc on se bat aujourd'hui, on travaille beaucoup pour faire en sorte que la République du Haut-Karabakh soit reconnue. Nous avons eu une victoire militaire en 1993, nous n'avons pas pu la transformer en victoire politique. Peut-être que la défaite militaire que nous avons essuyée, dans la mesure où l'Azerbaïdjan s'est mis hors la loi en agressant le Haut-Karabakh, pourra nous permettre d'obtenir une victoire politique. Et cette victoire politique, c'est la paix, bien sûr, et c'est un statut pour le Haut-Karabakh. Donc, c'est l'enjeu sur lequel nous nous battons actuellement. Je félicite la mairie de Paris qui, hier, a demandé au gouvernement de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Je félicite l'Assemblée nationale corse qui a fait la même chose il y a une semaine. Je félicite la métropole de Marseille qui vient de voter en ce sens aujourd'hui. Je félicite le conseil régional d'Île-de-France qui est en train de prendre la même décision. Il y a aujourd'hui une prise de conscience sur ce qui est en train de se passer dans cette région, en particulier en France, où un certain nombre de municipalités, de collectivités locales et territoriales sont en train de s'engager pour la défense du Haut-Karabakh parce qu'elles savent qu'à travers cette défense, en protégeant ces Arméniens, c'est aussi nous, Européens, nous, Français, que nous protégeons face à des fanatismes et à une barbarie qui ne s'est que trop exprimée jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, orateur Agnan. Je vais maintenant passer la parole à Gérard Gargarian. Bien, bonsoir, merci pour l'invitation. Moi, je vais peut-être être un petit peu plus technique et peut-être moins politique. Je vais essayer de livrer quelques observations sur la portée de l'accord et surtout sur les perspectives. Je vais y aller très lentement pour bien cadrer le sujet. Il y a 3 remarques préalables
qu'il faut voir sur l'accord du 9 novembre. Le premier, c'est qu'on va au-delà d'un accord simple de cessez-le-feu. Pour mémoire, un accord de cessez-le-feu est un accord qui se tient sur un bout de papier avec 4 ou 5 articles. On arrête les hostilités, on échange les prisonniers, on récupère les cadavres et on arrête et éventuellement on accepte une force d'interposition s'il le faut. La deuxième remarque préalable importante à mon sens, c'est encore une fois, c'est une grille de lecture plus technique, plus basée sur les traités. Cet accord, qui est un accord entre États, donc un traité, il parachève, à mon sens, une consolidation du traité de Moscou de mars 1921. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je rappelle qu'il y a un traité toujours valable, qui est un traité d'amitié, qui a été signé au mois de mars 1921 entre la Turquie kémaliste et l'Union soviétique, ou la Russie qui devenait une Union soviétique par la suite, qui est un traité toujours en vigueur et qui aujourd'hui est un petit peu parachevé, et on verra pourquoi. Et j'ajouterai, quitte à me faire critiquer très fortement, je pense que la principale cible qui était poursuivie par cette guerre du 27 septembre, au-delà de ce que Aratoranian a dit, et il a raison, au-delà de ce que Hovhannes Kevorkian a expliqué, et ils ont raison tous les deux, la principale cible était probablement plus l'Arménie que l'Artsakh en tant que tel. Je m'explique. Quand on dit qu'il y a un accord entre États, ça veut dire qu'il y a un traité qui vient d'être signé. Alors, bien entendu, la force relative du traité est évidente puisque le traité n'est pas encore entériné ni ratifié. Mais s'agissant d'un accord entre États, c'est effectivement un traité qui a été signé. Il doit être ratifié ultérieurement et il prendra sa vigueur au moment de la ratification. Si on revient à la question de l'Artsakh en tant que tel, l'accord entérine dans les grandes lignes ce que le plan de Madrid et ce que le groupe de Minsk avait énoncé depuis l'origine. M. Kevorkian l'a rappelé tout à l'heure, en gros, c'était vous rendez les territoires dits occupés. Alors, les territoires dits occupés sont les territoires hachés en vert, colorés en vert, pardon. Vous ouvrez un corridor, vous mettez en place une force d'interposition et on discute du statut du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh en tant que tel, c'est un oblast, c'est-à-dire une région autonome dont la délimitation sur la carte est révélée par la ligne noire. Donc, ce qu'on appelle le Haut-Karabakh est une région autonome dans le cadre de l'Union soviétique. Juridiquement, il fait partie de l'Azerbaïdjan, à l'évidence, actuellement, sur le plan international, j'entends. Et le groupe de Minsk a énoncé un certain nombre de principes pour le règlement pacifique du conflit, à savoir, vous rendez les territoires occupés autour de l'oblast, autour donc de cette partie noire avec le trait noir. Vous ouvrez un corridor qui est la ligne rouge qu'on appelle le corridor de la Chine. Vous mettez en place une force d'interposition et vous discutez du statut intérimaire et futur de la région autonome. Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'accord, c'est que globalement, c'est pratiquement la même chose avec une toute petite variante qui se trouve être des localités de Chouchi et d'Adrout que vous voyez sur la carte. Ce sont les régions de l'oblast, donc de la région autonome, qui ont été occupées par l'Azerbaïdjan au cours de la guerre des 45 jours qui viennent de se passer. Mais au-delà de cela, sauf la question de l'amputation de ces localités, on en revient au principe énoncé, puisque le ministre Lavrov a déclaré son plan équivalent à celui du groupe de Minsk. On est arrivé à une situation où tous les territoires sont rendus, à l'évidence, c'est évident. Une force d'interposition s'est installée sur le pourtour, sauf la partie amputée, et nous n'avons pas, bien entendu, de discussion encore à ce stade sur le statut. Maintenant, si on revient à la nouveauté du traité,
c'est la servitude internationale qui est créée au sud de l'Arménie sans que l'Arménie ait été partie au conflit. Alors, cette servitude internationale qui est en train de se créer à travers le traité, c'est un droit de passage qui est en rouge sur la carte, tout au sud de la partie orange ou jaune de la carte. Alors, je m'explique. Il faut revenir au traité de Moscou de mars 1921. Ce traité est un traité d'amitié entre la Russie kémaliste et l'Union soviétique en devenir. Il comporte deux dispositions. La première, c'est un gage qui a été donné par l'Union soviétique ou la Russie avant même la signature des traités de paix, notamment celui de Kars de 1921, qui est un gage en détachant le Nakhichevan du territoire arménien. Nakhichevan, c'est la partie du territoire à gauche de l'Arménie, à gauche de la partie jaune, qu'on appelle le Nakhichevan, qui est une enclave azerbaïdjanaise qui a été donnée par l'Union soviétique à l'Azerbaïdjan en gage de la signature du traité d'amitié. Le point important qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que l'article 3 de ce traité donne un droit de regard à la Turquie sur la composition territoriale de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire un droit de regard dans le sens que si la composition territoriale de l'Azerbaïdjan venait à être modifiée, la Turquie avait un droit d'intervention directe sur le territoire. Alors ça équivaut, pour ceux qui connaissent les traités, notamment celui de Turco-Chypre, la Turquie a utilisé la même clause liée, on appelle ça la clause leverage en anglais ou la clause liée en français, c'est-à-dire vous mettez une clause à l'intérieur du traité qui vous permet d'intervenir si jamais cette partie ou la condition qui était une condition sine qua non du traité n'est pas résolue ou est violée. Et donc la Turquie est intervenue à Chypre parce que la Chypre demandait son rattachement à la Grèce. D'ailleurs, pour mémoire, je le rappelle à tout le monde, la Turquie n'a jamais été condamnée pour son intervention à Chypre. La Turquie a été condamnée pour son intervention à Chypre dans la mesure où il a permis de créer la République de Chypre du Nord. Donc c'est la création d'une entité juridique autoproclamée qui a été condamnée par les instances internationales et la Turquie elle-même, dans son invasion de Chypre, n'a pas été condamnée. Vous avez dans le traité de Moscou le même type d'article sur la composition territoriale de l'Azerbaïdjan. Et donc, la condition qui avait été mise à l'époque, c'était de ne pas toucher à la composition de l'Azerbaïdjan et donc, par conséquent, de ne pas toucher à la configuration de l'oblast, donc de la région autonome, et donc de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une sorte de parachèvement. On parachève le traité de Moscou en liant la partie du Nakhichevan à gauche à la partie de l'Azerbaïdjan à droite. Et donc, on fait une jonction et c'est une servitude. Alors, en quoi c'est différent d'une route? Tout simplement, c'est lorsque vous ouvrez, que vous êtes un État souverain et que vous ouvrez une route, vous donnez le droit de passage que vous pouvez fermer à n'importe quel moment. À partir du moment où vous acceptez d'ouvrir une route dans le cadre d'un traité tripartite, vous êtes obligé de conserver la validité du traité avec l'ouverture de la route. Et donc, par conséquent, si l'Arménie était amenée à fermer cette route, il y aurait un droit de regard de violation sur le traité par l'Azerbaïdjan. Et donc, ce traité comporte à l'évidence une renonciation à la souveraineté sur une parcelle déterminée qui est un corridor, qui est une route qui va s'ouvrir entre le Nakhichevan et l'Azerbaïdjan dans la partie très en rouge au sud de la frontière avec l'Iran. Quand je dis parachèvement, c'est qu'il n'avait rien à faire là-dedans. Il n'avait rien à faire dans cet accord du 9 novembre. Il a été imposé et en s'imposant, il
modifie la configuration, je dirais, territoriale de l'Arménie, certes, qui renonce à une souveraineté, mais aussi d'un lien territorial avec un droit territorial sur le passage du Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan. Alors maintenant, si on revient un petit peu sur la deuxième partie des observations que je voulais faire, sur les perspectives futures. Arat Oranyan, il a certainement raison de placer ça dans le débat du panturquisme et de la jonction panturquiste. Je pense qu'il y a une deuxième grille de lecture plus fine, plus subtile, qui est celle du pétrole, certes, pour ceux qui pensent que le pétrole est encore un mode d'énergie fossile acceptable, mais il faut savoir aussi qu'il y a une autre grille de lecture qui est la fameuse route de la soie. Et je pense que si on place le débat au niveau de la route de la soie, on pourrait éventuellement comprendre mieux la portée de l'accord et surtout les perspectives. Alors, pour ceux qui connaissent la géographie, je veux simplement rappeler sur la carte que la frontière iranienne, donc quand vous voyez l'Iran sur la carte, est une frontière qui longe une rivière. Et cette rivière va de la droite de la carte sur la partie de la ligne de cessez-le-feu jusqu'à pratiquement la Turquie. Il est délimité par un fleuve qui s'appelle l'Araxe. Et donc, vous êtes dans une vallée. Et donc, par conséquent, si vous voulez construire une route, si vous voulez construire un chemin de fer, ce qui a existé du temps de l'Union soviétique, pendant toute la période de l'Union soviétique, c'est le seul endroit où cette route peut être construite parce qu'elle ne traverse pas les montagnes, elle ne traverse pas, vous n'avez pas besoin de fabriquer, de construire des tunnels, et donc, par conséquent, vous avez une ligne directe qui est construite à plat et qui longe à l'arrière les montagnes de l'Iran et au devant les montagnes arméniennes. Et donc, si vous liez cette grille de lecture à la route qui a été ouverte et pour laquelle la Russie et d'autre part la Chine ont déjà déversé sur la table plus de 70 milliards de dollars pour l'ouverture et la route fonctionne déjà jusqu'au Kazakhstan, si vous voulez poursuivre cette route, vous êtes obligé d'avoir une construction qui passe par le territoire azéri au long du fleuve Araxe, c'est-à-dire qui longe la frontière iranienne, qui passe au sud de l'oblast de la région autonome, qui passe par le sud de l'Arménie, qui est également plate, et qui va jusqu'au Nakhitchevan et vers la Turquie. Cette disposition qui consacre certainement le succès de l'axe turco-russe est accompagnée par un désengagement corrélatif de l'Occident. Donc les choses se sont faites avec un retrait américain et un désengagement américain de la région progressif depuis plusieurs années, et il entérine un succès évident de l'axe turco-russe qui désormais, par la force d'interposition et par les bases militaires que la Russie dispose en Arménie, contrôle, supervise, met sous sa coupe, met sous son regard la route qui pourrait être construite au sud et donc au nord de l'Iran. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'armée russe reprend pied dans une région qu'elle avait quittée il y a plus de 30 ans. Et bien entendu, les liens turco-azéris en sortent bien entendu fortement renforcés, au-delà, bien entendu, dans le lien du monde turcophone. La deuxième perspective qu'il faut donner, c'est que l'oblast, la région autonome de l'Artsakh, est sanctuarisée. On aurait pu ne pas sanctuariser l'oblast ni la région autonome. Et pour cela, il aurait suffi que l'armée, que les forces russes interviennent pour évacuer ou éventuellement pour laisser faire, ou s'il y avait un danger d'extermination, d'évacuer les civils et les militaires, mais de ne pas mettre en place une force d'interposition. La force d'interposition a pour conséquence qu'on sanctuarise désormais
l'oblast et la région autonome. En sanctuarisant l'oblast et la région autonome sous les amputations qui ont été faites, et elles sont importantes, il n'y a pas de doute là-dessus, vous n'avez pas une remise en cause a priori à ce jour et à court terme de la région autonome. Parce que si ce n'était pas l'objectif, il aurait suffi d'évacuer. Or, ce n'est pas ce qu'on a fait et on est en train d'interposer. On se retrouve donc pour l'essentiel avec l'oblast, la région autonome amputée, Chouchi et Hadrout sortis. Mais alors, un dernier élément, on parlait dans le cadre du groupe de Minsk d'un corridor. Toutes les déclarations du groupe de Minsk, qu'elles soient les plans différents qui ont été répétés à Muskoka, à Astana et ensuite et avant à Madrid, parlaient d'un corridor. Un corridor qui est en rouge, qui s'appelle le corridor de la Chine et qui relie l'Arménie à l'oblast. Lors de son départ en retraite, le représentant américain du groupe de Minsk a fait une interview et une déclaration en disant qu'ils étaient ouverts à élargir. Ce qui est en train de se passer avec le nouveau traité, c'est que désormais, l'élargissement de ce corridor ne s'appelle plus un corridor, mais il s'appelle un couloir. Et à l'époque, le représentant américain avait parlé d'un couloir plus ou moins large. Désormais, dans le traité, on a un couloir qui fait 5 km de large. Donc, il s'agit d'un véritable couloir. Le corridor de Danzig était une simple route. Le corridor qui reliait Berlin à l'Allemagne de l'Ouest était une autoroute. Là, on est en train de parler d'un couloir et le plus ou moins large a été désormais acté à 5 km. La ratification de l'accord en perspective future va poser certainement des problèmes. Les Arméniens ne le voudront pas. On sent bien déjà les difficultés sur le terrain politique en Arménie. Beaucoup d'Arméniens le refuseront. Le régime l'appliquera, le régime actuel, j'entends, l'appliquera. Il est signataire de l'accord. Il est possible qu'il le ratifie s'il reste au pouvoir. La question de la ratification va refléter certainement les difficultés politiques internes au niveau de l'Arménie. La consolidation, maintenant j'en reviens un petit peu au traité de Moscou de 1921 parce que je pense qu'il a une grille de lecture importante à avoir en tête. Si on place dans un plan d'ensemble la question du nouveau traité qui vient d'être signé, non encore ratifié, il faut savoir que le traité de Moscou de 1921 avait une autre disposition. C'est la disposition du passage sur le détroit du Bosphore par la Russie. Ce passage-là a été entériné par la suite par un traité qui s'appelle le traité de Lausanne de 1923. Il a été donné à la Russie le passage inoffensif sous le contrôle des puissances alliées de l'époque, la France et la Grande-Bretagne, qui sont toujours garantes du traité de Lausanne. Maintenant, si on place la perspective dans le cadre d'une velléité erdoganesque ou turque d'aller au-delà du traité de Lausanne, c'est-à-dire de le dénoncer purement et simplement. Je rappelle à ceux qui sont intéressés de le savoir, le traité de Lausanne non seulement délimite les frontières avec la Syrie, certes, c'est-à-dire qu'il coupe le monde du Kurdistan en deux et en trois avec l'Irak, la Syrie et une bonne partie en Turquie, mais surtout il délimite les frontières maritimes de la Grèce et donc de la mer territoriale grecque et donc de la zone exclusive économique de la Grèce sur le terrain maritime. Et donc les questions gazières qui ont occupé un petit peu le terrain de cet été, dans le cadre d'une politique fiction qu'on pourrait se permettre de faire éventuellement, jouent certainement. Erdogan, en tant que président de la Turquie, a énoncé à plusieurs fois qu'avant l'anniversaire du traité de Lausanne, la question
de la mer territoriale avec la Grèce devrait être résolu. Les forces navales turques se sont mises en place cet été, elles ont reculé, elles sont revenues, elles pourraient revenir. Et vous avez donc un sujet pour la Turquie, dans son intérêt personnel, dans son intérêt politique, de casser le carcan de Lausanne dans la configuration certainement maritime vis-à-vis de la Grèce et de Chypre, surtout de Chypre en tant que république chypriote. Et vous avez aussi l'intérêt russe de son côté d'obtenir des droits de passage inoffensifs pour ces navires de guerre à travers le détroit de Bosphore, qui est inclus dans le traité de Lausanne et qui était déjà énoncé dans le traité de Moscou de 1921. C'est un petit peu de la politique fiction pour cette partie du traité de Lausanne, mais les gesticulations turques autour de la partie méridionale de la Méditerranée sont certainement dans une intention flagrante de vouloir remettre en cause le confinement ou l'endiguement qui avait été opéré par Lausanne, par le traité de Lausanne en 1923. Si vous le mettez dans le cadre d'un désengagement occidental de la région, qui est une évidence, comme l'a dit M. Toragnan, il y a la pandémie, on s'occupe d'autre chose, les Américains sont très en retrait, vous avez les conditions nouvelles de recréer une nouvelle donne sur la carte au niveau des traités. Voilà, c'est ce que je voulais énoncer ce soir. Donc, je vous remercie pour vos interventions fort intéressantes. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais passer directement aux questions du public que je vais vous poser et libre à vous de prendre la parole, d'y répondre et de discuter. Donc, une première question qui est revenue très souvent. Pourquoi la Russie n'est-elle pas intervenue plus tôt? Est-ce que par cette intervention tardive, Poutine a fait payer à l'Arménie sa démocratie récente? Et de manière générale, quels sont les intérêts de la Russie dans cette question? Ah, je continue et vous notez ou vous répondez au fur et à mesure? Ça dépend qui vous voulez qu'on réponde. Bon, Vanessa, c'est peut-être pour vous la question. Très bien. Pourquoi la Russie n'est-elle pas intervenue plus tôt? Selon les autorités russes, la raison est simple, parce que la Russie, comme d'ailleurs la France et les États-Unis, fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Minsk, qui est la coprésidence qui pose ou se positionne comme étant des pays neutres. Neutres pour faire accepter, pour garder la possibilité d'intervenir politiquement pour faire accepter aux belligérants une solution. Voilà la raison pour laquelle la Russie n'a pas agi d'après Moscou plus tôt, et qu'à partir du moment où à la fois l'Arménie, qui représentait elle-même, mais aussi les autorités du Haut-Karabakh, d'une part, et l'Azerbaïdjan, tous les deux ont donné leur accord, cela a permis aux autorités russes d'intervenir. Quel est l'intérêt de la Russie dans notre région? Là aussi, je vais dire la raison en ce qui me concerne est simple. La Russie considère la région du Caucase du Sud comme une région qui fait partie de son précaré. La région du Caucase du Sud a fait partie, comme vous le savez, à l'époque soviétique, de l'Union soviétique. Et donc, les Russes, ça reste un étranger proche où la Russie a des intérêts vitaux, comme l'ont déclaré à plusieurs reprises les autorités russes successives, et que s'il y a un danger pour la présence, pour l'influence russe dans cette région, elle ne vient pas
de l'Azerbaïdjan, mais surtout elle vient de l'éventuelle pénétration de la Turquie, qui reste un pays de l'OTAN pour la Russie, et donc l'entrée d'un pays de l'OTAN, appartenant à l'OTAN, qui est dans les faits la Turquie aujourd'hui, reste considérée comme une menace pour les intérêts russes. C'est la raison pour laquelle, pour comprendre la politique russe, il faut distinguer son comportement vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, que les Russes ne considèrent pas comme un pays adversaire, et la Turquie, qui a une toute autre nature pour les Russes, parce que la Turquie fait partie de notre bloc, qui est le bloc de l'OTAN, et qui, pour les Russes, reste quand même un bloc adversaire. Merci beaucoup. Une deuxième question qui est beaucoup revenue, peut-être pour Gérard Guerrian ou Roman Kevorkian. Pourquoi l'Arménie ne reconnaît pas l'Artsakh et quels seraient les arguments juridiques qui pourraient justifier sa reconnaissance par la communauté internationale? D'accord. L'Arménie ne peut pas reconnaître l'Artsakh parce qu'elle serait, sur le plan international, agresseur de l'Azerbaïdjan. C'est une évidence. Quand on reconnaît un État et quand on reconnaît une enclave au sein d'un État tiers, lequel n'est pas d'accord pour accepter cette reconnaissance ou ce détachement, par la force des choses, elle agresse l'État en question. C'est comme si on disait la Sarre serait reconnue par la France comme indépendante ou que l'Italie reconnaîtrait la Corse comme État indépendant, l'Italie deviendrait agresseur de la France par cette reconnaissance. Donc l'Arménie n'a pas reconnu l'Artsakh parce qu'elle ne pouvait pas, sur le plan international, reconnaître l'Artsakh. Elle pourrait bien sûr politiquement le faire. Elle pourrait bien entendu déclarer cette reconnaissance. Mais la question de savoir si elle avait le droit de le reconnaître, la réponse est non, parce qu'elle serait considérée comme un agresseur, et si elle était agresseur de l'Azerbaïdjan, par la force des choses, elle serait en violation du droit international. Je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire Gérard Guerguerian, la position de l'Arménie s'explique par le fait que l'Arménie a toujours souhaité donner une chance au processus de négociation. Il y avait un véritable risque que si l'Arménie reconnaissait la République d'Artsakh, l'Azerbaïdjan aurait utilisé ce prétexte pour ne plus négocier, ne plus faire partie de ce processus de négociation. Et en tout cas, Yerevan a toujours expliqué ce fait de non-reconnaissance par son souhait de donner toute sa chance au processus de négociation. Je peux simplement faire un ajout. La reconnaissance est l'affaire souveraine de chaque pays. Chaque pays a le droit de reconnaître ou ne pas reconnaître une entité. Et donc, l'Arménie, à mon sens, avait tout le droit, y compris juridique, de reconnaître, mais n'avait pas le droit de l'intégrer, d'intégrer le Haut-Karabakh en son sein, ce qui serait considéré comme une agression. Mais la reconnaissance en tant que telle est le droit souverain de chaque État, et tout État est libre et souverain dans sa décision. Merci beaucoup. Une troisième question, pareil, pas adressée à une personne spécifique. Dans quelle mesure faites-vous la distinction entre le droit et la diplomatie au Karabakh? Ne croyez-vous pas que parler en termes de droit avec des puissances autocratiques est superflu? Oui, naturellement. Simplement, vous savez, je voudrais dire ici que le Haut-Karabakh, dès le départ, a souhaité rester dans le droit, rester dans la légalité. Hein. Le Haut-Karabakh a proclamé son indépendance le 2 septembre 1991. Savez-vous pourquoi, pour quelle raison cette date a été choisie?
elle est toute simple, la raison, c'est que la loi soviétique qui a autorisé le Haut-Karabakh de proclamer son indépendance prévoyait la possibilité de se détacher de l'URSS à la fois et de l'Azerbaïdjan à l'époque, de l'Azerbaïdjan soviétique, à une seule condition, si l'Azerbaïdjan lui-même proclamait son indépendance vis-à-vis de l'URSS. Donc, il fallait que le Haut-Karabakh attende la proclamation de l'indépendance de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'URSS pour avoir, lui, le droit de se détacher à la fois de l'Azerbaïdjan et de l'Union soviétique. L'Azerbaïdjan proclame son indépendance le 31 août 1991. 2 jours après, le Haut-Karabakh, ayant attendu patiemment pour rester dans la légalité, proclame la sienne, sa propre indépendance, et 3 mois après organise un référendum, comme le demandait la législation soviétique, pour entériner cette indépendance. Faut-il mettre en avant le droit? Il me semble que oui, parce que sans un fondement solide, sans un juridique, il est extrêmement difficile aujourd'hui de faire accepter à la communauté internationale le bien fondé de votre indépendance. L'indépendance en question n'est pas seulement à faire accepter à l'Azerbaïdjan, mais aussi à la communauté internationale. Tout à l'heure, Gérard Guelguérien parlait par exemple du cas de nord-chypriote. Dans le cas nord-chypriote, la communauté internationale n'accepte pas la création de cet État parce qu'il y a une agression de la part de la Turquie, parce que ça ne correspond pas. C'est une violation du droit international. Dans le cas du Haut-Karabakh, l'idée même d'une éventuelle reconnaissance du Karabakh était à la table de négociation pratiquement dès le début du conflit armé en 1994. Merci beaucoup. Une prochaine question destinée à M. Guerguerian. Bonjour, pensez-vous que l'Iran peut jouer le rôle de médiateur dans le conflit du Haut-Karabakh? J'espère que non, à titre personnel. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose. L'Iran est intéressé certainement par le couloir du Nakhitchevan. L'Iran, si on revient un petit peu à la politique fiction de tout à l'heure que j'ai faite sur la dénonciation du traité de Lausanne, qui est en train, à mon sens, de poindre un petit peu à l'horizon, vous avez dans le traité de Lausanne la composition territoriale de la Syrie et du Liban. Aujourd'hui, avec l'émiettement du Liban et l'émiettement de la Syrie, vous avez une jonction iranienne vers la Méditerranée que jamais l'Iran n'aurait pu imaginer. À l'évidence, l'Iran est intéressé par la recomposition territoriale qu'on est en train de voir poindre un petit peu à l'horizon dans la région. Et certainement, elle a un droit de regard sur la route qui jouxte sa frontière, donc le fleuve Arax, qui fait partie, rappelons-le, du fameux traité Turkmenchai qui délimite la zone d'influence russe au sud du Caucase. Elle a intérêt à participer à cette route, elle a autant intérêt aussi à casser le carcan du traité de Lausanne pour avoir un accès direct sur la Méditerranée et surtout la Méditerranée orientale. Et donc, par conséquent, elle a tout intérêt à voir cette recomposition. Est-ce qu'elle peut être médiatrice vis-à-vis de qui? La réponse est vis-à-vis de qui? Aujourd'hui, la recomposition, si recomposition il y aura et si recomposition sera menée à terme, est une recomposition qui est en train de se dessiner entre 3 puissances régionales, la Russie, la Turquie et l'Iran. Alors, être médiatrice sur un conflit sur le Karabakh n'a pas grande signification pour l'Iran pour amener les parties à accepter. Les parties ont déjà accepté le statu quo de facto aujourd'hui par un traité
qui n'est pas ratifiée, encore une fois, on est d'accord. Mais en quoi elle serait médiatrice et de quoi? La seule force d'interposition qui est la vraie force médiatrice, c'est la force russe. Très bien. Et dans une perspective européenne plutôt, le président Macron a dit vouloir renégocier l'accord du cessez-le-feu. Quelle est la position européenne sur cette question et quels sont les intérêts européens dans cette région? Je n'ai pas entendu parler le président Macron dire renégocier. Il a demandé, il a souhaité l'ouverture d'une négociation sur le statut et sur le devenir. La question de savoir si ce qu'il exprime peut se traduire dans les réalités dépend désormais du bon vouloir des parties prenantes au traité et à la configuration locale. Aujourd'hui, le groupe de Minsk n'est plus parti dans la négociation et elle pourrait éventuellement revenir dans la négociation si la Russie le voulait bien. C'est le bon vouloir de la Russie qui va déterminer un petit peu le processus. Il est clair, il est probable, il est certain que la Russie pourrait avoir intérêt à obtenir une onction internationale sur l'accord qui a été signé le 9 novembre. C'est probablement indispensable, c'est même probablement utile et souhaitable pour elle, mais c'est son bon vouloir qui ferait qu'elle pourrait rouvrir la discussion à travers le groupe de Minsk. Aujourd'hui, le groupe de Minsk n'est même pas observateur du conflit. Il n'est même pas garant du cessez-le-feu. Il est en fait tout simplement nulle part dans l'accord. Alors l'accord peut bien entendu voler en éclats avec une nouvelle conflagration, une nouvelle recomposition, des renversements de pouvoir, etc. Mais en l'état actuel des choses, le groupe de Minsk et l'Europe et l'Occident en particulier ne sont plus partie prenante de la discussion, sauf si la Russie le veut bien. Et on a bien vu récemment que le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, va à Moscou discuter la question. Ce n'est pas le ministre russe qui vient en Europe discuter de la question, c'est le ministre français qui doit y aller. Et donc, on peut toujours réclamer de revenir sur la table des négociations, mais si la table des négociations, vos parties prenantes n'y sont pas, ça ne sert à rien. Merci. Il y avait aussi une question. Beaucoup de personnes demandaient qu'est-ce que la reconnaissance éventuelle de l'Artsakh par la communauté internationale changerait concrètement par rapport à la paix dans cette région. Qu'est-ce que la reconnaissance de l'Artsakh changerait? Oui, est-ce que ça permettrait de pacifier la région ou non? Parfaitement. C'est la clé pour pacifier la région et mettre enfin fin à ce conflit. Pour quelles raisons? Premièrement, parce que cela mettrait sous la protection du droit international et sous la protection du concert des nations le Haut-Karabakh avec sa population. Et cela pourrait envoyer un signal extrêmement clair à l'Azerbaïdjan que l'Azerbaïdjan ne peut, à son bon vouloir, entrer et faire des guerres quand il le souhaite. Parce qu'il y a une curieuse situation qui se déroule. L'Azerbaïdjan, qui considère le territoire du Haut-Karabakh comme son propre territoire, ne considère pas du tout la population qui vit actuellement sur ce territoire, c'est-à-dire les Arméniens, comme une population des êtres vivants. Et donc, on a l'impression que le pouvoir azerbaïdjanais les considère comme sa propriété, en disant, puisque le territoire m'appartient, je peux entrer, je peux les massacrer, je peux les anéantir si je le souhaite. Et personne n'a le droit d'intervenir ou de dire quoi que ce soit. En tout cas, c'est l'impression que nous avons, c'est le sentiment que nous avons des positions prises par le pouvoir azerbaïdjanais et par son président.
Envoyer ce message fort signifierait de dire clairement au dictateur azerbaïdjanais qu'il n'a pas ce droit et qu'il faut enfin qu'il se rende à l'évidence que un territoire n'est pas dépourvu de sa population. Et même si on considère ce territoire comme sur la base d'une décision arbitraire qui a été celle des bolcheviks en 1921, cela n'est pas un facteur suffisant sur le plan du droit international surtout pour pouvoir se sentir vraiment au Haut-Karabakh. Cela signifierait aussi de donner une perspective à la population du Haut-Karabakh pour que cette population revienne et s'installe de nouveau, parce que à peu près les 3/4 de la population a quitté aujourd'hui le territoire du Haut-Karabakh, est devenu réfugié en Arménie. Et donc, ce serait un signal fort pour donner une perspective pour que cette population revienne et s'installe au Haut-Karabakh. Car si cette population arménienne ne revient pas, l'épuration ethnique du président Aliyev aura réussi, parce qu'une fois encore, si vous n'avez pas de population au Haut-Karabakh, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de question du Haut-Karabakh. Je voudrais ajouter peut-être, si vous le permettez, Ovanes, un petit bémol sur la question de la reconnaissance. En fait, avec votre autorisation, je vais peut-être exprimer une petite opinion dissidente sur la question de la reconnaissance. Vous avez tout à fait raison, la reconnaissance est un droit souverain de tout État, c'est évident. C'est une reconnaissance déclaratoire et non pas constitutive. Et donc, on peut très bien reconnaître. Il n'empêche que la reconnaissance peut avoir un effet et donc être qualifiée d'agression. Je pense notamment à l'Italie qui reconnaîtrait la Corse comme indépendante. Maintenant, la question de la reconnaissance, être reconnu par un État, est-ce que ça pourrait suffire? Aujourd'hui, la seule reconnaissance dite internationale d'une enclave ou d'un État autoproclamé qui est le Kosovo a quand même pris un temps fou, a dû à faire l'objet d'une résolution des Nations Unies de détachement de la Serbie, ensuite un rapport intérimaire et finalement un rapport définitif pour finalement une bonne moitié, sinon une bonne majorité des États des Nations Unies reconnaissant le Kosovo, un tiers ne l'ayant pas reconnu. Donc la question de la reconnaissance par un État, est-ce que ça pourrait suffire? Je ne le crois pas. La question de la reconnaissance comme protection globale de l'intégrité territoriale de l'oblast ou de la région autonome dite autoproclamée devrait au moins tirer une majorité d'États pour donner un droit de paix et de stabilité. Alors, ce qui est certain, par contre, là je vous suis à 100%, c'est qu'en faisant un ensemble de reconnaissance, y compris par les villes et bientôt par les États, je l'espère, ça donnerait une grande confiance à la population. Si cette confiance ne revient pas, c'est clair qu'on s'achemine vers une épuration ethnique sur la région. Alors, une autre question. Au niveau du droit international et au niveau juridique, la situation du Haut-Karabakh est-elle comparable à celle d'Israël et des Palestiniens ou peut-être plus à celle du Sud-Soudan? La réponse est non, certainement pas à celle des Palestiniens, puisqu'il y a une résolution sur le partage de la Cisjordanie et de l'État d'Israël de 1947. Aujourd'hui, la situation juridique de la République d'Artsakh en tant que telle autoproclamée, qui pourrait éventuellement être reconnue par l'Arménie ou par d'autres États, est celle d'une enclave ou d'un territoire qui n'est pas reconnu sur le plan international et qui ne dispose pas encore d'une base légale, sauf bien entendu sa réclamation à un droit d'autodétermination qui ne lui a pas encore été octroyé. Est-ce que la France pourrait envoyer des soldats de la paix dans la région? Oui, bien sûr.
bien sûr, bien entendu, si la Russie est d'accord et si l'Azerbaïdjan est d'accord. Il ne faut pas oublier que l'accord du 9 novembre ne donne droit à rentrer dans le territoire international de l'Azerbaïdjan comme force d'interposition que dans la mesure où l'Azerbaïdjan l'a accepté. Elle n'a accepté que 2000 soldats, 90 blindés et je ne sais plus combien de camions. Donc c'est une autorisation qui a été donnée par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan devrait accepter éventuellement une force d'interposition dite internationale, ce qui serait soit entériné sous l'onction des Nations Unies, et à ce moment-là, elle serait obligée de l'accepter, soit qu'elle le donnerait comme autorisation elle-même, et à ce moment-là, des forces françaises peuvent être stationnées. Mais tant que l'Azerbaïdjan ne le fait pas ou qu'il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité pour créer une force de maintien international, aujourd'hui, la seule force de maintien international, c'est la force russe. Une question pour Ovanes Kevorkian. La reconnaissance de l'Artsar inclut-elle Chouchi, Kelbadjar et Shaoumian ou est-ce déjà derrière? Alors, la reconnaissance dans une situation actuelle, on va dire, je veux dire, s'il n'y a pas un accord supplémentaire entre les parties pour délimiter les frontières, s'il y a une reconnaissance sans accord, cette reconnaissance sur un plan juridique va être limitée dans les limites, dans les frontières de l'ancien oblast ou région autonome du Haut-Karabakh et la région de Shaoumian, parce que la proclamation de l'indépendance en 1991 et le référendum qui s'en est suivi se sont déroulés sur ce territoire, c'est-à-dire dans les limites de la région autonome du Haut-Karabakh, qui n'incluait pas la région de Kelbadjar, je précise, mais incluait la région de Shaoumian, qui est au nord du Karabakh actuel et qui est occupée par les forces azerbaïdjanaises depuis 1994. Donc, s'il y a une reconnaissance de la part d'un État, cette reconnaissance concernera la proclamation de 1991, de l'acte juridique de 1991 et nécessairement des résultats du référendum organisé le 10 décembre 1991. J'ajouterai simplement, Vanessa, si vous le permettez, vous avez tout à fait raison. La réponse comprend bien entendu Chouchi et Hadrout, puisqu'ils faisaient partie de la région autonome. Oui. J'ajouterai simplement que le couloir désormais acté ferait également partie de cette reconnaissance. Donc, le cordon ombilical dit corridor ou couloir de la Chine serait nécessairement inclus dans la reconnaissance de fait et de juré. Autre question. Compte tenu de la violation de la Convention de Vienne par l'Azerbaïdjan et la Turquie dans ce conflit, y a-t-il des arguments de droit qui invalident l'accord? Quelle violation de la Convention de Vienne? Je n'en vois aucun, sauf n'avoir pas respecté l'obligation du règlement pacifique du conflit tel que les Nations Unies l'ont énoncé au moment où ils ont installé le groupe de Minsk et qu'ils ont confié à la OSCE le soin de régler pacifiquement le conflit. Il n'y a pas eu de violation de la Convention de Vienne en tant que telle. Il y a violation probable et possible et plausible et peut-être certaine de l'obligation qui existait à partir du cessez-le-feu de régler pacifiquement le conflit et non pas par la force. Mais on a bien vu que l'offensive de septembre n'a pas été condamnée par la communauté internationale, ni par les Nations Unies, ni par le Conseil de sécurité, puisque l'Azerbaïdjan ne faisait que recouvrir son intégrité territoriale et un territoire qui lui appartient sur le plan international. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il y aurait eu convention, sauf à faire une erreur quelque part de raisonnement, ce que je ne crois pas. Ovanes, vous avez une idée là-dessus?
Non, bien sûr que non, mais l'accord lui-même, si l'Arménie ou la Russie souhaitent, peuvent toujours dénoncer. Gérard Guerguerian disait tout à l'heure, pour que ce soit considéré, il faut qu'un certain nombre de procédures soient organisées, validation ou ratification par le Parlement du pays ou par un référendum. Allô? Ah, ça a été coupé. C'est ennuyeux. Oui, pourtant, Oui, la question, Gabriel, si je ne me trompe pas, c'est est-ce que la Convention de Vienne a été violée? je crois que dans la question, il mentionnait particulièrement les crimes de guerre et l'envoi de djihadistes comme condition de la violation du traité. Mais, alors, crimes de guerre, certainement. Alors, ce n'est pas la Convention de Vienne dans ce cas-là, c'est les conventions sur la guerre qui ont été violées. La réponse est oui. Il y a eu utilisation de bombes à fragmentation, et à sous-munitions, évidemment. On a vu des vidéos passer, beaucoup de preuves d'exactions sur des corps, des oreilles coupées, des humiliations et puis des exécutions sommaires de soldats et de civils, bombardement des régions civiles. Oui, alors là, la Convention sur la guerre et sur les obligations en temps de guerre ont été certainement violées et largement par l'Azerbaïdjan, il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans il y a plusieurs vidéos qui circulent et qui montrent les exactions et les exécutions sommaires de civils et de militaires. On vient d'en voir 3 déjà il y a quelques jours. C'est clair. Maintenant, est-ce que quelques États vont oser traduire devant le tribunal, devant la Cour permanente internationale ou sur le plan de la dénonciation aux Nations Unies des crimes de guerre? La réponse est possible, bien entendu, et j'espère qu'elle le sera, et le plus rapidement possible. dans ce cas-là, quelle est la valeur du traité s'il y a eu ces crimes de guerre? Est-ce que le traité est caduc ou Non, les traités, les conventions internationales sur les états de guerre, ce qu'on appelle les conventions de Genève, énoncent un certain nombre d'obligations des États, lesquels États doivent se comporter selon une certaine réglementation, tradition, ne pas utiliser des bombes à fragmentation, etc., ne pas envoyer des bombes sur les civils, ne pas tuer les civils, ne pas tuer les militaires, leur donner, les mettre en prison certes, mais leur donner, garder leur dignité. Il y a eu violation, mais la violation est une violation de des conventions de Genève par un État qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Pour pouvoir mettre en cause cette violation et la violation de cette obligation, il faut traduire l'Azerbaïdjan devant une cour internationale ou bien prendre une résolution de condamnation aux Nations Unies. De la même façon que l'Israël a été condamné à plusieurs reprises par la communauté internationale et par les Nations Unies parce qu'elle violait les conventions de Genève ou parce qu'elle violait les intégrités territoriales. Israël a eu, je ne sais plus combien de centaines de condamnations qui n'ont pas eu d'effet pratique outre mesure que la simple déclaration de la condamnation. Vanessa, vous nous recevez à nouveau? Non. Bon, alors je vais vous poser, Gérard, cette dernière question à vous, puisque j'ai l'impression que le micro de Vanessa doit être cassé. Concrètement, l'Arménie a-t-elle une marge de manœuvre ou aucune? La question est très complexe et difficile, mais elle est pertinente. Je pense que la marge de manœuvre pour l'essentiel est à la fois territoriale, elle se reflète par l'accord qui a figé la situation le 9 novembre, et probablement par les besoins de la Russie en tant que force d'interposition. Je m'explique. Si on regarde la carte très soigneusement, on a une partie verte foncée, qui est la partie dite occupée et récupérée par l'Azerbaïdjan, qui se trouve au sud. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais il y a aussi la partie assurée à gauche,
qui se trouve prise en sandwich entre la région autonome de l'Artsakh et l'Arménie. C'est la région de Kelbadjar. Or, pour permettre aux populations azerbaïdjanaises de revenir à Kelbadjar, elles n'ont pas 36 000 moyens, soit elles passent par le sud, et le sud est désormais fermé pour elles, puisque la force d'interposition du corridor de la Chine, qui est large, encore une fois, de 5 km, ne permettrait pas le passage des populations. Et la deuxième partie, c'est la partie du nord, où on voit l'appellation Norabak et Mardakert, qui est la route qui relie le nord, au nord l'Arménie à l'Artsakh ou le Haut-Karabakh. Cette route-là, elle est remise à disposition des forces azerbaïdjanaises, mais le nord de cette partie dite du district de Kelbadjar, c'est une montagne. Et connaissant le terrain, il me semble qu'il n'y a pas de route, et il n'y en a aucune, qui relierait, donc il faudrait la construire pour pouvoir relier Kelbadjar, la région de Kelbadjar, à l'Azerbaïdjan au nord. Donc il y a une question de la repopulation, enfin de la remise en place des populations azéries à Kelbadjar qui de facto sont très difficiles. Voilà un peu ce que je ressens. Le reste, la partie à droite assurée, elle a été remise ou elle est en cours d'être remise entre les mains de l'Azerbaïdjan. Le sud, il n'y a pas de discussion, c'est la ligne de démarcation désormais dans la partie dite noircie verte. La partie assurée à gauche entre l'Arménie et l'Artsakh est encore sous un point d'interrogation de fait. Maintenant, lorsque la route sera ouverte vers l'Azerbaïdjan, vers le nord, là, la question sera vite résolue et ils auront un droit de passage et donc, par conséquent, ils pourront repeupler Kelbadjar autant qu'ils veulent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Gabriel. Si, je pense que c'était tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Ben, merci beaucoup. Je remercie aussi Ara qui a dû partir et Ovanes, même si son micro s'est cassé à la fin. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend à nouveau. Parfait. Peut-être que vous avez un avis sur cette dernière question avant de nous quitter sur. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu la dernière question. Oui. Quelle marge de manœuvre l'Arménie a encore dans les négociations? Vous savez, d'abord, il faut distinguer deux négociations. Première négociation, c'est le cessez-le-feu qui fait en sorte pour que les combats, la phase armée soient arrêtés, et nous en sommes là avec la mise sous le contrôle azerbaïdjanais un certain nombre de territoires où les forces, à la fois les forces armées artsakhiyotes et arméniennes sont stationnées. Notamment, je parle de la région de Kelbadjar et de la région de la Chine et à l'est de la région d'Ardam. Mais au-delà de ça, il y a la question de la définition du statut du Haut-Karabakh et qui inclut aujourd'hui la définition, pour moi, l'intégrité territoriale de ce Haut-Karabakh, Chouchi, Hadrout et les autres territoires. Sur cette deuxième partie, je pense qu'il y a une large marge de manœuvre parce qu'à la fois les Français, les Américains, mais aussi les Russes ont déclaré au niveau de leur président que notamment la définition du statut du Karabakh était une question ouverte. J'ajouterais peut-être un point, Gabriel, si vous me donnez 2 petites minutes. Bien sûr, allez-y. Je pense aussi que la marge de manœuvre, elle est liée à la présence russe en tant que force d'interposition seule et exclusive. Il est très probable et plausible que la Russie ait besoin d'une onction internationale sur ce qu'elle fait
et de la manière dont elle le fait, si ce besoin est réel, la marge de manœuvre se situe à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a un conflit internationalisé. Il était déjà suffisamment international, mais il est désormais internationalisé par une force d'interposition. Donc, on peut très bien imaginer que, dans une certaine mesure, la Russie a besoin d'avoir une onction et d'une couverture internationale, notamment par une résolution du Conseil de sécurité qui bénit un petit peu sa présence dans le sanctuaire du Haut-Karabakh. Et donc, par conséquent, la marge de manœuvre arménienne peut extrêmement jouer sur cette partie-là, parce que, par la force des choses, en refusant ou en l'acceptant, elle va favoriser une configuration du conflit dans un sens ou un autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons mettre fin à cette conférence. Avant de nous quitter, je vous remercie tous d'y avoir participé. Je tiens aussi à vous inviter à donner au Fonds arménien de France dans le cadre du Phonéton pour aider les réfugiés de l'Artsar et à la reconstruction. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et merci pour les questions qui étaient très nombreuses et intéressantes.